ouais, c'est cool, une vidéo sur Toverland, tu vas pouvoir nous parler de Phoenix. Bah pas du tout. Regarde le titre de la vidéo, comment tu veux que je te parle de Phoenix? Générique. Toverland, ah là 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 là, Toverland. Bah Toverland, faut savoir qu'il y a une histoire un petit peu particulière. À la base, c'est une grande aire de jeu pour enfants en intérieur, donc dans un hangar. Un petit peu comme on peut trouver dans les parcs allemands, genre dans l'ouest de l'Allemagne, un petit peu aussi aux Pays-Bas dans quelques endroits, etc. Bref, des zones uniquement dédiées aux bambins. Et puis bah fort de leur succès, les proprios de Toverland se sont dit, bah on va essayer d'agrandir le parc. Donc on va mettre des attractions dans une zone extérieure. Et puis en l'occurrence, les attractions à l'extérieur, bah ça va être dans un premier temps un flume qui démarre de l'intérieur du bâtiment et qui projette sa dernière descente à l'extérieur, un motocoaster Vekoma, et puis sont venus s'ajouter quelques petites choses. Et quand je dis quelques petites choses, bah c'est juste un gros wooden coaster GCI, j'ai nommé Troy. Et Troy, c'est bien la raison pour laquelle on a décidé d'aller à Toverland, et c'est la raison pour laquelle bah, tous les gens qui s'intéressaient aux montagnes russes sont allés à Toverland à ce moment-là. Après, je suis d'accord avec vous pour dire que l'offre à l'époque était assez minime. En l'occurrence, il y avait donc Troy, le wooden coaster, il y avait Booster Bike, le motocoaster Vekoma, il y avait le Flume, il y avait un Bobcat Vigand, et puis pour le reste, il y avait pas grand-chose. Et parfois, ce pas grand-chose, et ben ça fait pas forcément la qualité intrinsèque d'un parc, parce que ok, Toverland avait beau avoir une petite offre, et ben on s'y amusait bien plus que dans certains autres gros parcs qui avaient une offre plus conséquente. La suite, je vais pas vous en parler maintenant, on en parlera en fin de vidéo, savoir ce qu'il est advenu du parc aujourd'hui, et là je vais vous laisser avec donc ma visite de 2011, avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié. Et voilà, nous reprenons une nouvelle fois la route pour cette avant-dernière journée. Le parc d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, se trouve être Toverland. Situé à l'est des Pays-Bas, à quelques kilomètres de la frontière allemande, le parking se remplit de voitures aussi bien hollandaises que belges et forcément allemandes. Une situation géographique qui permet au parc de ne pas se faire bouffer par les quelques mastodontes du genre situés non loin de là. La raison première de notre visite, vous la connaissez certainement. Il s'agit de Troy, une belle bête GCI qui pointe le bout de son nez dans la zone extérieure du parc aux côtés de Booster Bike. Vous ne pourrez pas la rater, c'est la bestiole la plus visible du parc dès l'arrivée sur le parking. Assez imposante, elle permet de passer un sacré moment en mode ERT quand le parc est vide comme aujourd'hui. Et mon petit doigt me dit que ça va envoyer du lourd. Alors c'est parti, arrêtons de tergiverser, garons la voiture et dirigeons-nous vers l'entrée de Toverland. Ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que la conception du parc est originale puisque sa surface s'étend dans deux grands hangars, un bleu d'abord et un vert ensuite, avec en plus une zone extérieure contenant les attractions les plus intéressantes du parc. Sa conception permet au parc d'être ouvert tout au long de l'année, bien que la partie extérieure soit fermée en période hivernale. Nous avançons près du premier hangar où nous prenons la pause avec la mascotte du parc. Enfin, nous entrons. L'espace est respectablement vaste et contient quelques classiques tels que chaises volantes, harakiri et toboggan indoor, une petite structure d'escalade, des tasses, un junior coaster Vekoma du nom de Boomerang, des petits rails pour bambins, une maison interactive dans laquelle on active des scènes à l'aide d'une baguette magique et un jumping star. Le deuxième hangar contient des attractions type Kontiki, un très gros flume ainsi que des luges électriques qui vont faire une balade à l'extérieur, une funhouse, une Flying Wheel Metal Bauemmeln ainsi que des structures de jeu et d'escalade. À l'extérieur se trouvent Troy, Booster Bike, un carrousel, un bateau pirate, un labyrinthe, un parcours assez acrobatique et quelques jeux conçus pour les enfants. Et quand je dis jeux, je parle bien évidemment pas d'attractions, je parle bien de jeux genre toboggan, tourniquet, toute l'équipe prévue pour les enfants. Bref, rien que ça promet que Toverland sera un petit parc sympathique à visiter. Et la visite, justement, commençons-la avec le premier des 3 crédits de cette journée, j'ai nommé Boomerang. Ne vous fiez pas à son nom, c'est bien un Vekoma, mais ce n'est pas une de ces merdouilles à inversion vendues comme des petits pains à travers le monde. Il s'agit là d'un junior coaster ancienne génération, un peu vibrotant et inconfortable, notamment à cause de ses lap bars pour deux, donc non individuels. Bref, c'est pas folichon et je préfère de loin les bestioles comme Okidoki à Bobbejaanland Land qui se démarquent notamment de par leur surprenante fluidité. Bon, c'est pas grave, on s'en fout quelque peu que ce soit pas folichon car étrangement on s'attendait pas forcément à mieux. Nous filons dans le deuxième hangar histoire d'aller y essayer le Bobcat Vigand, j'ai nommé Wood Racer. Première chose, l'attraction possède un débit à la limite du lamentable, si bien qu'elle nous aura permis de faire la file la plus longue de la journée. 15 minutes. C'est vrai que c'est assez énorme à Toverland.
Comment ça, vous êtes chez Disney, vous faites 90 minutes de queue pour Crush This Coaster? Ici, on est à Toverland, monsieur dame, donc 15 minutes, c'est colossal. Bref, et alors, on s'en fout de tout ça, parle-nous du Bobcart. Eh ben, même s'il est bridé, ça reste toujours rigolo à faire. On garde certes le levier baissé tout du long, car la vitesse est quand même le principal intérêt de la chose, et avec ce bridage, c'est presque pénible, mais qu'importe. Mais enfin, je préfère quand même les bonnes vieilles luges mécaniques Vigand, hein, notamment celles qu'on trouve en Bavière ou en Autriche. Franchement, on fait difficilement mieux. La Funhouse Villa Fiasco n'a quant à elle rien d'exceptionnel. La seule chose qui la différencie d'un modèle de foire, c'est qu'elle est jolie. Après, pour le reste, rien de nouveau sous le soleil. Par contre, ce qu'on retient de Toverland, hormis Troy et Booster Bike, c'est bel et bien son flume, possédant pour théma une belle tête de Yoda dans sa partie indoor qui vous crache à la gueule de façon aléatoire, genre un peu à la tête du client. 2 descentes, une en arrière, la remise vers l'avant se fait d'ailleurs sur une plateforme située en plein milieu du lift, et l'autre en extérieur de 15 mètres de haut. Résultat, c'est un chouette flume, pas très humide cependant, mais plaisant tout de même. Surtout quand le bonhomme vert vous lâche un bon gros glavio sur le coin du nez. J'insiste également sur la dernière descente, mais elle a pour elle d'être bien sympathique. Quittons donc ces hangars pour mettre le nez dehors. La grande stature de Troy se dessine face à nous avec le bruit des trains dévalant le parcours et le vent s'engouffrant dans cet imposant corps de bois. Mais ce sera sur Booster Bike que nous poserons d'abord nos fesses. 5 minutes d'attente, un premier ride au dernier rang pour un Vekoma une nouvelle fois assez confortable. Grand Dieu, est-ce possible? Eh ben ouais, et mes lectures de Trip Report stipulant que les couilles en prenaient pour leur grade s'avèrent assez fausses. Aucun problème de ce côté-là, juste lors des virages où on pendouille un peu trop dans le vide. Ou alors je suis pas assez fourni à l'entrejambe et c'est pas impossible mais ça m'attristerait pas mal. À côté de ça, le coaster propose une petite accélération rigolote avec quelques flottings sur chaque bunny hop. Ça se refait avec plaisir même si le côté lassant d'un parcours plutôt linéaire pointe le bout de son nez après quelques rides. Cependant, Booster Bike reste une bestiole bien sympathique, possédant une drôle de théma à coups de bécane et de plantes aliens transgéniques. Faut adhérer au concept quoi. Nous y voici, nous y voilà. 2 crédits ont été claqués, nous allons maintenant affronter le 3ème, à savoir Troy. Bonne nouvelle, comme à peu près partout dans le parc, la file est absolument vide et nous n'aurons qu'à gentiment patienter un tour pour pouvoir nous placer au dernier rang. Et puis vient le moment de s'installer dans le train. Les portillons s'ouvrent, on s'assoit. Comme toujours chez GCI, les trains sont très confortables, de vrais canapés. On attache la ceinture, on abaisse la lap bar et dispatch. Une petite portion de ride accidentée précède le beau lift de ce wooden de 33 mètres de hauteur. Là-haut, on admire le parking, puis on s'engouffre doucement dans la descente en spirale, plus impressionnante à l'extérieur qu'à bord. Par contre, le train y prend une sacrée vitesse et il n'est pas prêt d'en perdre, je vous le garantis. Voilà qu'arrive ensuite un virage à plat, puis une remontée dans les structures qui apportent un bon lot d'intensité et qui m'ont collé un petit voile à chaque tour, qu'importe la place. Là, ce qui est sûr, c'est que nous nous trouvons dans un coaster GCI. Ceux-ci sont repérables par leur layout très biscornu, bourré de virages et de changements de direction. De nombreux tours de ces machines sont nécessaires avant de connaître le parcours. Après la remontée dans les structures, se suivent un gros demi-tour avec virage relevé, un petit floating avec rechute dans les structures, virage vers la droite, puis vers la gauche en changement de direction. Au bout de quoi, une descente plus pentue s'offre à nous, permettant un floating, le tout dans un virage. Là, nous nous préparons à prendre le second demi-tour, plus serré tout à droite du layout, avant le fly-through. Mais un beau camelback précède ce demi-tour pour ce qui est selon moi le meilleur élément du parcours. L'airtime à l'avant y est vraiment très sympathique. S'ensuit le fameux demi-tour, donc fly-through, puis petite descente pour sortir de la gare. Ensuite, nouveau virage vers la droite pour redescendre vers la masse structurelle du coaster. Vient alors un autre très bon élément, 2 chouettes changements de direction à pleine blinde, droite, gauche, droite, très fun. S'ensuivent un grand virage relevé sur la droite, puis une spirale encore plus grande vers la gauche. Celle-ci contient d'ailleurs quelques dénivelés qui permettent de choper des flottings alors que le train se trouve encore dans cette spirale. Enfin, nous arrivons sur les freins finaux. Du haut du lift jusqu'ici, il y en a pour un peu plus d'une minute de ride à 87 km/h sans que le train ne ralentisse. Ce parcours tortueux et la vitesse du tout sont les atouts majeurs de Troy. Seulement voilà, chez GCI, on est un peu radin en airtime et les flottings sont souvent de bien maigres consolations. Le seul bon airtime se trouve avant le deuxième demi-tour qui nous amène vers le fly-through. Et encore, il faut être bien placé à l'avant du train pour décoller un minimum. Secondement, Troy souffre de petites vibrations constantes, un peu à la manière d'une crécelle. 2 défauts qui font dire que Troy n'envoie pas assez le gourdin et développe un inquiétant Parkinson. Rien à voir avec Tonnerre de Zeus, Loup-garou au Stampila cependant, il est largement faisable. Troy n'est donc pas excellent mais demeure tout de même un très bon coaster. Preuve en est, on l'aura ridé un bon paquet de fois sans être lassé. Sachez seulement une chose, la bête est bien meilleure à l'avant qu'à l'arrière. Nous avons également fait les quelques petits rides de la zone extérieure, genre Pardon Vanitaka, des chevaux Longchamp, le carrousel local, ainsi que Scorpios, un bateau pirate ma foi amusant, qui possède en plus des fontaines sur le sol à ses extrémités qui vous arrosent lors des premiers passages du bateau. On aura aussi mis de côté notre dignité en faisant des carousels sous l'œil hilar d'une gamine qui devait se dire que c'était bien la foire au gogol ce jour-là. Oh oh, alerte au gogol!
alerte au gogol les enfants. Dans le hangar bleu, on aura fait le harakiri et le toboggan indoor et également Toverhuis, la maison dans laquelle on active des scènes avec une baguette magique. Ce n'est pas totalement au point, mais l'idée est très plaisante et peut donner quelque chose de vraiment convenable par la suite quand le concept aura été pleinement exploité. Par exemple, si vous activez le capteur sous le cul de l'âne à la fenêtre, là, il vous pètera à la gueule sous les rires gras et explosifs des personnages peuplant l'attraction. Ça, c'est de l'humour que j'aime. Au final, Toverland est encore une fois une bonne surprise. Le parc est certes petit, mais le choix des attractions lui permet de sortir du lot et de passer un très agréable moment. C'est vert, vraiment propre, très bien entretenu, et on rit en pensant à ce que peut faire un petit parc comme celui-là comparé à ce que fait un parc comme Walligator. Mais bon, c'est pas bien grave parce que Didier, c'est quand même le plus fort de tous les Didier, faut le reconnaître. Il est donc maintenant temps de quitter ce petit parc qui nous aura bien plu. Mais je ne vous laisserai pas sans une dernière photo de Troy. Chose promise, chose due. Et je clôture ce trip report de Toverland en vous disant que la visite du dernier parc du trip, c'est déjà pour demain. Eh ouais. Ce que je trouve incroyable en fait, c'est l'évolution de ce parc. Ils sont partis d'une petite zone couverte avec des trucs pour gamins. En 2011, ils avaient déjà fait l'expansion extérieure depuis quelques années et ils avaient dépassé déjà les 500 000 visiteurs. En 2018, j'ai vu qu'il y avait 812 000 visiteurs qui s'étaient rendus au parc. Donc c'est un parc qui à terme va dépasser le million. Enfin, cette évolution, elle est juste géniale. Là, je pense que si je retournais au parc aujourd'hui, ce serait absolument méconnaissable. Ils ont refait complètement l'entrée. En tout cas, c'est un nouvel accès avec maintenant un nouveau land à l'extérieur qui s'appelle Port Laguna. C'est la nouvelle entrée du parc. Donc nous, rappelez-vous, on entrait par le hangar en fait, sous le logo Toverland. Maintenant, ça c'est une entrée uniquement pour la période hivernale. Et puis en 2018, ils ont aussi étendu le parc avec le nouveau land Avalon. Alors Avalon, pour la petite histoire, c'est l'endroit où a été forgé Excalibur. Là-bas, ils y ont construit une attraction qui s'appelle Phoenix. Phoenix, quand je l'ai vu annoncer, j'y croyais absolument pas. Il s'agit d'une montagne russe qui est un Wing Coaster BM et je me disais par rapport à la taille du parc, mais quel investissement de dingue, ils sont fous. Et au départ, j'étais très dubitatif quand j'ai vu les premières personnes en parler. Je me suis dit, mais vous délirez complètement les gars, ça se fera jamais. Hein. Ne jamais sous-estimer Toverland. Ça, c'est la petite leçon pour la suite. Et avec la montagne russe, il y a aussi un boat ride qui a été construit. Avant ça, il y a eu de Vervelwind. Ouais, je sais pas comment je le prononce, mais en tout cas, voilà, c'est un spinning coaster Mac. Ainsi qu'un raft avec une bande originale conçue par Imascore que je vous invite absolument à aller écouter parce que, bah, comme à peu près tout ce que fait Imascore, c'est génial. Et d'ailleurs, le parc fait régulièrement appel à Imascore et ça, c'est une nouvelle fois une preuve de bon goût. Essayez simplement de vous imaginer 2 secondes quelle a été la prouesse de Toverland, quelle a été leur prouesse de s'en sortir. Parce qu'ils sont dans un putain de carrefour, hein. Efteling, Phantasialand, Walibi Holland, Walibi Belgium. Démerde-toi. Non, on prend ça à la légère comme ça, mais cette concurrence, elle est juste folle. Et réussir à tirer son épingle du jeu au milieu de tout ça, fallait vraiment le faire. Hein. En tout cas, ils ont su tirer profit de leur offre en termes d'originalité. Ils ont su tirer avantage de leur situation géographique. Et moi, je mise vraiment sur ce parc pour la suite, parce que là, ils vont nous proposer un truc absolument incroyable. Pour moi, c'est sûr et certain parce que c'est géré avec une main de maître. Les investissements sont tous très intelligents. Et il y a quand même assez peu de parcs qui peuvent se targuer d'avoir grossi autant en si peu de temps. Je parle pas des parcs qui ont des financements de l'Europe. En tout cas, ici, c'était l'avant-dernier parc de Strip. Hein. La semaine prochaine, donc, on fera le trip report du dernier parc et on pourra clôturer tout ça. Si vous découvrez la chaîne et que le contenu vous a plu, bah n'hésitez pas à vous abonner. Concernant les abonnés, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Et puis, bah, vous connaissez les bails, hein, pour que je sois mieux répertorié, c'est un like, un commentaire et le Saint Graal, un partage. En attendant, monsieur, dame, faites des parcs, faites des montagnes russes et on se retrouve vendredi prochain, 18h pour la suite du TR. Portez-vous bien et ridez bien.